Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 16 mars 2024 et je vais vous présenter un petit peu l'actu crypto de cette fin de semaine. On va commencer par l'actu générale et l'actu crypto. On parlera ensuite du XRP, du SHX, de l'airdrop Venom, du token de la semaine et pour finir la perle du jour et la minute complotiste. On va donc commencer par regarder un petit peu la situation du marché. Il y a eu un crash, un retracement il y a un jour et demi à peu près, et donc la market cap, là on peut voir, elle est encore à moins 6,5% par rapport à hier, mais ça a commencé un petit peu à remonter. La dominance du BTC est à 51,9%. Il faut savoir que ça peut pas monter tout Schulz, il va y avoir des retracements. Ça, on n'a jamais vu un bull run où ça monte tout simplement paraboliquement. Ça n'existe pas, à part XRP qui peut peut-être le faire et quelques altcoins. En tout cas, ce n'est pas possible, donc il va y avoir des retracements. C'est pour ça que c'est important, en tout cas c'est ce que moi j'ai fait, d'avoir pris des gains. J'ai pris des gains sur les tokens qui ont bien fonctionné. C'est important d'avoir de la liquidité, puisque du coup j'ai pu, quand il y a eu le retracement, j'ai pu racheter des tokens à prix plus bas, ceux qui ont perdu 20%. On va regarder juste simplement les prix. On est à 68 000 sur le BTC qui a commencé un petit peu à remonter. Le XRP à 0,62. Le Hedera qui lui bouge pas trop depuis, tout simplement il stabilise depuis 3 semaines. Il est à 0,12. Le Stellar à 0,37. Il était à 0,15. Il a quand même descendu. Où j'ai fait des bonnes affaires, c'est sur le Telcoin qui a en fait chuté de 17%, et personnellement j'avais des liquidités, j'en avais vendu, et donc du coup j'ai racheté quand il y a eu la chute des 17%, et il a déjà repris presque 20% depuis hier, donc c'est parfait. J'ai fait le même principe pour Dimitra. J'ai déjà parlé, je parle à chaque fois souvent de Dimitra parce que moi je pense que c'est vraiment une grosse opportunité, et même encore maintenant à l'achat, je pense que c'est vraiment une grosse opportunité, même si moi je l'avais acheté à 0,04, et bien il avait bien descendu, il avait perdu 20%, et il a repris déjà plus de 20%. J'en avais racheté, voilà, il est presque à 0,16. Voilà pour le marché. Bien sûr, à vous de fouiller, de voir ce qui peut être intéressant. J'ai, pour ma part, je pense que ce token qui a quand même pas mal chuté dans la semaine. Après, ça dépend à quel prix vous l'avez acheté, mais ça peut être une zone d'achat assez intéressante pour Singularity dans la i, singularity.net. Pareil pour CKB. On va commencer l'actualité. Je vous avais déjà parlé que 99% du réseau internet mondial, c'était en fait des câbles sous-marins qui produisaient l'internet, qui diffusaient l'internet, et là on peut voir que plusieurs pays africains privés d'internet, et c'est beaucoup de pays, en raison des câbles sous-marins défectueux. Les pays les plus affectés, la Côte d'Ivoire, où les opérateurs télécoms Orange et MTN sont particulièrement touchés, et où le gouvernement a mis en place une cellule de crise. Voilà, bon, moi en tout cas ma théorie c'est que bon, ça fait partie des ingrédients qui peuvent ralentir l'économie du pays. Vous voyez quand même qu'ils mettent une cellule de crise. Tout, bien sûr, si vous n'avez pas internet, tout marche au ralenti, et plein d'entreprises etc. ne fonctionnent pas. C'est internet, c'est vraiment le sang de l'économie mondiale maintenant, et bien pour ralentir et défoncer l'économie des pays, c'est un très bon moyen, et je pense que ça va se multiplier. Et je vous rappelle que j'avais fait une vidéo où je vous montrais que en mer Rouge, c'est les Houthis qui gèrent, et ils peuvent défoncer tous les câbles sous-marins qu'ils veulent. Voilà. Donc c'est un ingrédient pour tout simplement défoncer l'économie des pays entre autres, et si vous superposez plein d'ingrédients, vous arrivez tout simplement à la chute pour pouvoir faire ce nouveau système, ce grand reset.
Justement, en parlant d'ingrédients, un autre ingrédient, c'est tout simplement la fin du BTFP, qui est en fait tout simplement alors là je peux pas le traduire, mais tout simplement un programme, je vais essayer mais ça fonctionne pas, on va réessayer, hop, mais tout simplement qui est un programme qui avait été facilité il y a 1 an pour tout simplement donner de l'argent facile aux banques pour pouvoir faire des prêts. Et je vais essayer de le traduire, voilà, je crois que ça marche. La Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, met fin au programme de financement à terme, le BTFP, le 11 mars. Le programme a été lancé il y a 1 an en réaction aux défaillances de plusieurs banques régionales américaines. En fait, c'est tout simplement pour faire les secours. Sauf que là, ils arrêtent le programme et je pense qu'il y a des banques qui vont souffrir, des petites banques, des petites banques commerciales qui vont souffrir et ça va faire mal. Il va à mon avis y avoir des faillites. Le Federal Reserve Board a annoncé que le programme de financement cessera d'accorder de nouveaux prêts comme prévu le 11 mars. Le programme continuera d'accorder des prêts jusqu'à ce moment et est disponible comme source supplémentaire. Alors là, ils expliquent que pourquoi ils ont fait ça, c'est tout simplement parce qu'il y avait l'année dernière, il y avait la crise des banques certaines banques qui commençaient à tomber, je pense que vous le savez. Alors, à la fin du programme, le taux d'intérêt applicable au niveau prêt BTFP a été ajusté de telle sorte que le taux sur les nouveaux prêts prolongés à partir de maintenant jusqu'à l'expiration du programme ne sera pas inférieur au taux d'intérêt sur les soldes de réserve en vigueur le jour du prêt. Cet ajustement tarifaire garantit que le BTFP continue de soutenir les objectifs du programme dans le contexte actuel des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont remettre au taux d'intérêt actuel. Ce changement est effectif immédiatement. Tous les autres termes du programme sont inchangés. Donc ça va vraiment faire souffrir. Il faut savoir que les gens ne savent pas que la Federal Reserve Bank, c'est une banque privée. C'est pas une banque d'État, c'est une banque privée. Donc déjà, c'est une banque privée qui gère le monde. Mais il faut savoir que cette banque, en fait, les actionnaires, en fait, ce sont les banques qui travaillent avec. Et ça peut être une solution si vous défoncez toutes les petites banques et les banques commerciales, et qui va avoir plus de pouvoir pour gérer la Fed? Et tout simplement les grosses banques comme JP Morgan, etc. Ces grosses banques-là vont avoir plus de poids puisque les petites banques si les petites banques commerciales sautent, il reste que quelques grosses banques et à ce moment-là, c'est eux qui dirigent. Et peut-être que le but c'est d'arriver à ça, que ça soit qu'il reste plus qu'une ou deux banques et c'est eux qui gèrent le monde puisque c'est eux qui gèrent la réserve fédérale. Voilà. Une autre actualité, c'est tout simplement Tesla. Alors c'est pas récent en fait cet article, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est mis en marche maintenant. C'est-à-dire que Tesla et l'Inde se rapprochent. Il y a un accord d'1 milliard de dollars en 2024. Le constructeur américain vendra des voitures électriques dans le pays à partir de 2024. Et Tesla, il a pas mal chuté actuellement. Et en tout cas c'est mon avis, je pense que cette action, ça peut être une opportunité d'acheter maintenant parce que d'une, elle a chuté et deuxièmement, il y a pas mal de projets assez intéressants, ils vont s'élargir. Vous voyez là, donc ils s'ouvrent à l'Inde. L'Inde, c'est quand même un gros marché et ils construiront aussi. Ensuite, il faut savoir qu'ils vont s'implanter et faire des usines justement en Inde. Et il construira un Gigafactory qui sera active à partir de 2026. Voilà. Voilà, donc après, faites de cette information ce que vous voulez, mais ça peut, en tout cas pour moi, être intéressant. J'ai déjà des actions Tesla, mais ça peut être intéressant d'en avoir encore plus. On va terminer pour l'actu générale. Le Salvador va mettre de côté plus de 400 millions de dollars en Bitcoin, annonce son président. Nayib Bukele a fait part de sa décision de transformer une grande partie de ses bitcoins vers un portefeuille froid et de le stocker dans un coffre-fort physique sur le territoire national. Alors il y a un truc que je comprends pas, c'est coffre-fort physique sur le territoire national. Déjà, je comprends pas parce qu'en fait, c'est dans cet article, je comprends pas. Va mettre de côté des milliers de bitcoins d'une valeur de 407 millions de dollars alors que la crypto-monnaie évolue à nouveau à des nouveaux records, a annoncé. Nous avons décidé de transférer une grande partie de nos bitcoins vers un portefeuille froid et de stocker ce portefeuille froid. Donc en fait c'est un wallet privé dans un coffre-fort physique sur notre territoire national, voilà. Mais ma question c'est,
à ce moment-là, je savais pas qu'ils avaient avant tout simplement des bitcoins apparemment donc dans un échangeur. Et là, ils sont passés juste sur un portefeuille froid. Donc je savais pas en fait que le Salvador, ils avaient même pas sécurisé, c'était sur un échangeur, tout simplement. Ça veut dire ils ont une partie qui est encore sur un échangeur. Ça serait sympa de savoir lequel échangeur en fait ils ont leur Bitcoin. Et là il y a une partie qu'ils ont mis pour sécuriser un portefeuille froid. En tout cas, l'État a fait, à mon avis, vu qu'ils l'ont acheté à l'époque, j'ai vu beaucoup à 15 000, 20 000. Ils sont quand même gagnants. Ils ont fait déjà je pense un fois 3 sur leur investissement. Donc c'est bien vu pour le Salvador. Maintenant, après, à voir s'ils conservent, ils hold ou ils vendent et ils rachètent, je ne sais pas. Voilà. On va passer à un dernier article qui est sur la SEC, qui en fait hier a été carrément, le site a été down, c'est-à-dire qu'en fait il n'était pas possible de rentrer sur le site de la SEC, mais de partout dans le monde on ne pouvait pas rentrer, c'était assez bizarre, voilà. Donc la SEC a été down. On va terminer par une dernière petite actualité qui n'est pas dans la crypto. Vous avez les élections en Russie actuellement. Vous avez pas mal de médias français qui disent que les journalistes français n'ont pas accès. Alors là, vous avez des journalistes français qui ont réussi à rentrer. Et ça a quand même un petit rapport avec la crypto. Vous allez écouter ce qui est mis. Aller voir les machines électroniques ou soit directement dans l'isoloir. Donc vous pouvez voter sur des machines électroniques ou alors vous pouvez aller à l'isoloir. Donc moi j'ai regardé un petit peu la vidéo. L'isoloir, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas vous n'avez pas d'enveloppe. C'est pas fermé. Vous cochez, vous pliez la feuille en deux et puis basta. C'est un petit peu moins anonyme. Enfin bon, je pense que si vous pliez en deux, on voit pas. Mais c'est marrant qu'il n'y ait pas d'enveloppe. Voilà. Et on va continuer. C'est là que ça devient intéressant. Ou dans le bureau, vous avez une feuille. Alors, c'est pas des bulletins comme chez nous. Vous avez simplement une feuille et vous cochez la croix du candidat que vous soutenez. Ou sinon, ça peut se faire via cette machine électronique, Eric. Alors, il y a aussi la possibilité de déplacement à domicile à travers... Voilà. Et là, vous avez le déplacement à domicile, donc c'est ce qu'on appelle le vote électronique. Cette valise électronique qui a les mêmes normes, les mêmes paramètres de sécurité que le vote électronique, c'est-à-dire, Eric, c'est pas toi que je vais apprendre ça, hein, ça passe par la blockchain. Oui, donc les votes, ça passe par la blockchain. C'est-à-dire que maintenant, en Russie, vous pouvez aussi tout simplement voter. Donc il y a une transparence. Logiquement, vous avez une transparence. On ne peut pas cheater logiquement si c'est sur la blockchain, c'est immuable et c'est enregistré. C'est sécurisé. Tout le monde, il y a toutes les normes de sécurité pour éviter qu'une personne ne puisse pas voter à plusieurs reprises, évidemment. Voilà. Maintenant, la question c'est est-ce que c'est open source? Open source, c'est-à-dire est-ce que on peut aller, le citoyen russe, est-ce qu'il peut aller tout simplement voir les transactions? Ça, je ne sais pas. Il faudrait faire des recherches pour voir si, parce que c'est là que ça serait intéressant. Autant la blockchain, ça fait peur pour la traçabilité, etc. Vous pouvez traquer, etc. Par contre, je pense que pour les votes, si c'est open source, vous voyez tout. Là, on peut pas tricher. Je pense que ça, par contre, enfin, selon moi, ça peut être tout simplement une bonne chose, parce que là, on peut pas gruger. Logiquement, si c'est open source, vous pouvez tout voir. Et ça, je pense que c'est par contre quelque chose de vraiment très très bien. Si c'est open source, là, on ne sait pas si c'est open source. J'ai pas regardé en entier la vidéo, mais je ne sais pas. En tout cas, les Européens disent que ce n'est pas open source. Et là, donc en fait, là, non, ça ne sert à rien. Voilà, on va commencer à parler maintenant tout simplement de l'actualité. Alors je vous parle juste 2 secondes de
CTF. Je vous avais déjà parlé de CTF, que j'avais déjà parlé, ce token qui n'est pas connu du tout, qui est sur la XRP Ledger, et j'ai déjà fait un x2 dessus. Je vous mets juste que c'est sur Sologenic que vous pouvez tout simplement le trader avec du XRP ou avec du Sologenic, etc., du Quorum, etc. Mais en tout cas, j'ai fait un x2 déjà dessus. Je me positionne dessus, je reste dessus, je ne vends pas. Pour l'instant, je me positionne, je garde, je hold jusqu'au bull run. Je pense que ce truc, avec cette petite capitalisation, peut faire vraiment de gros gains. Il avait déjà fait 5000% il y a quelques mois, et je vais continuer à holder, tout simplement. Voilà, maintenant on va parler du XRP. Vous avez la XRP armée qui propose tout simplement un espèce de event. On va regarder ça. Voilà, bon, bien sûr, vous avez un côté commercial, mais vous avez pas mal d'intervenants dedans. Vous avez John Deaton, vous avez quelques personnalités dans la XRP Army qui sont assez connues. Moi, il y en a un que je précise, c'est Bearable Bull, Bearable Bull, on l'appelle, et j'aime bien comment il parle, il me fait marrer. Voilà. On va passer à l'actualité par contre maintenant sur le XRP. Et on va commencer par un petit article. Ripple décharge 240 millions de XRP à partir du déblocage de mars. Qu'est-ce que sera la suite? Ripple, on connaît déjà, juste en particulier Ripple débloque 1 milliard de jetons en mars et réserve 200 millions de ces nouveaux jetons à vendre. La société a bloqué les 800 millions restants dans de nouveaux contrats d'enterrement pour juillet et août 2027. Cependant, l'institution avait déjà vendu les 200 millions plus 40 millions de XRP de sa réserve précédente le 13 mars. Il s'agit d'une vente énorme et inhabituelle en moins de 15 jours, ce qui soulève des préoccupations et des questions. Alors là, ils mettent l'ensemble tout simplement des ventes. Alors, est-ce que pourquoi ils vendent? Est-ce que c'est pour manipuler le marché? Je ne pense pas. Ça peut être, c'est en tout cas ma théorie, c'est qu'il y aura peut-être tout simplement bientôt un accord avec la SEC, et dans ces cas-là, il va falloir payer l'amende. Voilà, c'est en tout cas, peut-être qu'ils ont besoin de liquidité pour payer cette amende, parce qu'il y aura une amende, c'est sûr. Et j'espère en tout cas que ce procès va se terminer cet été. Même si on sait que en tout cas le XRP n'est pas un titre, hein, mais qu'il est vraiment, il n'explosera pas de toute façon tant qu'il n'y a pas cette clarté. Donc c'est vraiment le détonateur. Voilà, mais je pense que il faut rester positif, on va y arriver. Et justement, en parlant de ça, on va regarder, il y a quand même cette je vais essayer de le traduire pareil. Il y a eu une étude faite sur le XRP récemment qui disent qu'il y a une confusion. Je vais vous expliquer si j'arrive à le traduire. Une nouvelle étude examine comment la Cour récente a tout simplement créé une situation légale complexe pour la crypto-monnaie XRP de Ripple. Je vais voir si je peux le traduire. Hop.
Une étude récente a révélé que la décision du tribunal a créé une situation confuse pour Ripple. Il est devenu possible que le XRP ne soit pas une sécurité dans les ventes publiques, mais soit devenu une dans les ventes privées aux institutions. Les organismes de réglementation ont eu du mal à définir les jetons émis lors de la collecte de fonds comme des titres. Alors je pense que vous le savez, Ripple n'a pas fait d'ICO, et ça c'est par contre c'est très bien parce qu'ils auraient eu des problèmes. Ils n'ont pas fait d'ICO, à l'instar de par exemple Ethereum qui ont fait un ICO. Et là on va voir qu'un document de recherche récent de l'European Corporate Governance Institute plonge dans le monde complexe de la collecte de fonds de démarrage blockchain et le paysage réglementaire en constante évolution qui l'entoure. L'étude intitulée Corporate Governance Meets Data and Technology explore les différentes méthodes utilisées par les startups pour lever des capitaux tels que les ICO, les IEO et les STO. Donc là c'est chaud quand même parce qu'ils vont vraiment chercher les petites bêtes maintenant pour ils cherchent vraiment à voir même comment ça a été financé, etc. pour voir s'ils peuvent pas, s'il n'y a pas moyen de mettre des amendes. Décision de la Cour divise XRP statut juridique. L'article rédigé par Wayne Jiang et Tao Li de l'Université Emory et l'Université de Floride respectivement met en évidence un développement juridique clé pour Ripple XRP, la crypto-monnaie associée à Ripple Labs. Les auteurs feront référence à une décision de la Cour fédérale des États-Unis du 13 juillet qui a clarifié le statut juridique de XRP. Donc on sait, cette distinction entre les ventes publiques et privées de XRP souligne les défis réglementaires en cours associés aux offres de jetons. Organismes de réglementation comme les États-Unis sont aux prises avec la classification des jetons émis par des mécanismes de collecte de fonds. La question centrale est de savoir si certains jetons sont considérés comme des titres en les soumettant à des réglementations plus strictes. Le procès de la SEC contre Ripple Labs, qui reposait sur cette classification même, est un exemple éminent de ce débat. Alors c'est sûr que si par exemple Ripple perd le procès, bon là la crypto-monnaie c'est l'hécatombe parce que je trouve que Ripple ont fait quand même les choses vraiment très carrées, ils n'ont même pas fait d'ICO, etc. Et alors si eux ils tombent, je peux vous dire que c'est fini pour la crypto-monnaie. C'est pour ça que je ne pense pas que ça sera... je pense qu'ils vont gagner parce que leur intérêt c'est pas que la crypto-monnaie soit détruite, non, leur intérêt c'est que par contre vous n'investissez pas dans la crypto-monnaie, mais et qu'il y ait tout simplement des normes et des régulations pour qu'ils puissent avoir le contrôle tout simplement de la crypto. Cependant, Morgan avertit que XRP pourrait être impliqué dans des transactions ou des régimes qui relèvent de la réglementation des valeurs mobilières. Cette distinction est cruciale pour comprendre comment Ripple et les crypto-monnaies similaires naviguent dans le paysage réglementaire entourant les offres de jetons. L'étude ECGI et les commentaires d'experts soulignent la nécessité d'une clarté réglementaire et d'une conformité continue au sein de la crypto-monnaie. Alors ce qui est bizarre, c'est que, ce qui est dur quand même à comprendre, c'est que quand vous êtes une société et que vous voulez tout simplement vous lancer dans la crypto-monnaie, en fait vous n'avez pas à l'époque il n'y avait pas de régulation, et vous devez anticiper, vous devez regarder dans votre boule de cristal quelles vont être les futures régulations pour pouvoir être dans les clous. Et là c'est balèze, je leur dis bravo quand même parce que c'est quand même balèze. Il n'y a pas de réglementation et on va revenir sur le passé pour tout simplement essayer de trouver des... c'est hallucinant. Enfin, bien que la décision du tribunal clarifie les ventes publiques de XRP, l'examen continue met en évidence les complexités auxquelles les parties prenantes sont confrontées à mesure que la crypto-monnaie évolue. La négociation dans ces cadres réglementaires reste essentielle pour assurer la transparence et le respect de la loi. Personnellement, je pense que tout simplement, il va y avoir, bien sûr, ils ont fait des boulettes, je crois que c'était en 2013, je crois, et 2014, je crois, ils ont fait quelques boulettes qu'ils ont dû, et peut-être qu'effectivement, il y a eu peut-être considéré comme des valeurs mobilières, ils vont payer une amende, en fait, tout simplement, une grosse amende, et tout le monde sera content, et ensuite, on va laisser... le Ripple s'envoler, enfin le XRP s'envoler. Voilà, en tout cas c'est ma théorie. Voilà, maintenant je vais vous parler d'un token le token de la semaine.
on va regarder ce petit article. Injective, je pense que vous connaissez Injective, le token Injective, et Zignali, c'est ça le token de la semaine, c'est Zignali, qui libère une vague d'opportunités d'investissement social. En fait, il y a tout simplement un partenariat entre les deux, et découvrez comment Injective et Zignali ont révolutionné l'investissement social et permet aux utilisateurs de surfer sur la vague de succès financier. Êtes-vous prêt à plonger dans le monde de l'investissement social et à débloquer des opportunités inégalées pour accroître votre richesse? Préparez-vous à dévoiler la collaboration révolutionnaire entre Injective et Zignali, deux puissances qui ont uni leurs forces pour vous apporter une plateforme unique, équipée d'outils et de fonctionnalités sophistiquées conçues pour amener votre voyage d'investissement vers de nouveaux sommets. Préparez-vous à surfer sur la vague de succès financier comme jamais auparavant. Injective et Zignali ont pour mission de mettre en relation, écoutez bien, des gestionnaires de fonds du monde entier avec des investisseurs enthousiastes. Alors c'est un peu comme si vous investissez dans un ETF avec BlackRock, mais là c'est pour le trading. Tout simplement, c'est des traders, créant ainsi un écosystème dynamique où tout le monde peut s'épanouir. Cette intégration révolutionnaire ouvre un monde de possibilités permettant aux investisseurs de puiser dans l'expertise des gestionnaires de fonds chevronnés, de capitaliser sur des services d'investissement de haute qualité à portée de main. Si vous voulez, en fait, vous investissez sur des traders, il y a tous les rendements, tout est en fait complètement transparent, et il faut bien comprendre que par contre c'est pas comme du copy trading sur les échangeurs où vous devez paramétrer. Il n'y a pas de paramétrage à faire, c'est eux qui gèrent tout et vous touchez 30% des gains. C'est un peu comme du copy trading mais sans paramétrage. Donc vous avez moins la main, mais ce qui est transparent, et en tout cas les rendements sont très intéressants pour le moment, et on va continuer. Ce qui distingue Injective et Zignali, c'est leur engagement envers l'expérience utilisateur et la satisfaction, avec une plateforme conviviale, une expérience de trading fluide et transparente et une interface intuitive. Les utilisateurs peuvent facilement naviguer et explorer la gamme d'opportunités disponibles grâce à la plateforme. Les investisseurs peuvent découvrir des services de haute qualité et obtenir des informations précieuses sur les expériences des autres utilisateurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Injective et Zignali ont doté leur plateforme d'un arsenal d'outils sophistiqués qui permettent aux utilisateurs de prendre des décisions d'investissement éclairées, que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous soyez débutant. Alors bien sûr, vous avez différents risques et on va tout simplement aller regarder ça. Voilà, ça c'est l'application, et vous pouvez investir à partir de quelques dollars. Vous pouvez commencer à investir et vous voyez en fait les rendements, l'API, vous voyez là 239%, 139%, vous en avez où c'est plus, il y en a qui sont plus risqués, il y en a qui sont pas risqués, le nombre de personnes qui sont, vous pouvez voir les plus-values pour le mois, pour les 6 mois, le nombre de personnes qui ont investi depuis un an, depuis etc. Le nombre de personnes qui sont restées dans l'investissement. Voilà, vous avez un panel d'investissement. C'est à vous après de faire vos choix selon vos profils de risque et ce que vous voulez faire en fait, si c'est sur le long terme, le court terme, etc. Moi je vous invite, je laisserai un lien d'ailleurs, je vous invite à regarder cette plateforme, c'est assez intéressant parce que pour l'instant les rendements sont par rapport au risque, vous avez des rendements intéressants. Bien sûr c'est du trading, il faut faire attention, mais en tout cas ils ont sélectionné des traders. Alors comment ils ont sélectionné les traders? En fait ils utilisent l'intelligence artificielle, Injective et Zignali, pour aller voir les datas de tous les traders du monde entier et essayer ensuite de faire un partenariat avec eux pour ensuite proposer aux clients ces traders. Voilà comment ils font, et ça c'est vrai que c'est astucieux parce qu'avec l'intelligence artificielle vous voyez vraiment tous les datas et vous pouvez sélectionner les meilleurs traders. Voilà. Voilà pour Zignali, et juste on va regarder quelque chose parce que ça peut être une option de faire le copy trading, mais une autre option, je vais voir si j'arrive à trouver. Voilà. Une autre option pourrait être le token parce qu'il fait un carton et vous voyez sur l'année il a déjà fait 1400% et ça continue. Personnellement je n'en ai pas,
je suis sur la plateforme de trading, mais je vais peut-être attendre de voir s'il y a un gros crash. En fait, je vais surveiller ce token. Si je vois un gros crash, je vais aller dessus parce que c'est sûr que ça va continuer à pumper. C'est vraiment un beau projet et ils n'arrêtent pas de pomper au niveau de la capitalisation boursière. Ils sont déjà à 151 millions de dollars. Voilà. Et le token, il vaut déjà 10 centimes. Si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Voilà pour le projet Zignali. On va terminer par Tether. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Je ne sais pas, en tout cas moi, quand je vais prendre mes gains, je ne vais pas tout mettre sur Tether. Comme je vous ai dit, je vais essayer de mettre sur Pax Gold, sur USDC, de diversifier un petit peu. On va essayer d'aller à la page numéro 10. Voilà. Je voulais juste, alors, je n'ai pas traduit, on ne peut pas traduire, c'est simplement le PDF de Tether, et on peut voir à la page 10, il y a des choses qui vraiment me font quand même flipper. Tout simplement, je vous invite à traduire, en fait, à faire votre traduction. Je vous laisserai tout simplement le PDF, mais ils mettent qu'ils peuvent tout simplement faire faillite. Notre banque peut être insolvable, nous pouvons geler et confisquer les fonds, nous pouvons tout simplement partir avec la réserve de fonds. Et c'est véridique, hein, c'est sur tout simplement le white paper. Voilà, je vous invite à regarder ça, mais voilà, je ne mettrai pas tout en USDT parce que rien que ce qui est dans le PDF là, c'est pas mis pour rien à mon avis. Alors bien sûr, ça justement, ça prouve que c'est très risqué. Voilà. On va terminer par SHX. Il y a actuellement un vote sur SHX, un vote de gouvernance, et vous pouvez donc voter. Il faut juste par contre que vous ayez eh bien, vos SHX sur votre wallet. En tout cas, vous ayez un compte, une transline, et ce n'est pas sur les échangeurs. Si vous avez SHX sur les échangeurs, de toute façon, il n'y en a pas 50, ça ne fonctionne pas. Voilà, mais vous pouvez voter. Alors, on peut voter sur tout simplement pas mal de projets de gouvernance. Actuellement, il y a le staking, il y a aussi avec le réseau Soroban sur les smart contracts. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Je vous invite à tout simplement à aller voir les réseaux sociaux de Twitter de Stronghold, où vous pouvez voir eh bien, comment voter, ou d'aller sur le site de Stronghold. Je vous rappelle juste aussi que Stronghold ont tout simplement un programme depuis 2001 de récompense pour les partenaires technologiques et les clients commerciaux afin d'améliorer la fidélité de l'infrastructure de paiement. Donc en fait, quand des personnes vont utiliser le système de paiement de SHX, à chaque fois qu'il va y avoir des transactions, que par exemple, vous avez un commerce et que vous adhérez au système de paiement de SHX, vous allez avoir des transactions qui se font, et à chaque fois qu'il y a des transactions, vous allez, eh bien, les commerces vont récupérer des SHX, et ça va leur permettre tout simplement eh bien de gagner en fait comme un cashback, hein, et c'est assez intéressant pour surtout quand le SHX, le prix va monter, ça va être assez intéressant pour eux d'avoir ce système. Donc il y a beaucoup de gens qui sont intéressés d'aller tout simplement sur ce système, puisque vous avez entre autres un cashback qui est assez intéressant, et qui sera de plus en plus intéressant si le SHX prend de la valeur. Voilà. On va justement, en parlant de SHX, regardez juste un truc, on peut aller voir sur la blockchain Stellar, puisque je vous rappelle que c'est sur la blockchain Stellar que le SHX, on peut aller regarder un petit peu et voir en 2019, vous aviez 4115 détenteurs, et là on va regarder de compte, et là on peut voir on est à 33 000. On peut voir que ce qui est de la supply et des acomptes, depuis 2021, c'est vraiment une courbe parabolique, et ça c'est très bon. Voilà.
Voilà pour SHX. Je vous rappelle que ça, c'est un investissement pour moi qui est sur le long terme, mais qui est lié à Stellar et qui est aussi lié à Ripple. Ripple a investi dans SHX par l'intermédiaire de Xpring. Vous avez aussi d'autres personnes qui ont investi, enfin d'autres entités qui ont investi dessus, mais pour moi SHX, ça va vraiment, ils ont des partenariats avec la Fed entre autres, et j'avais déjà fait des vidéos dessus. Pour moi, sur le long terme, c'est vraiment SHX, ça va être très important. Je vous parlerai aussi d'un autre token qui s'appelle Aqua, qui est sur le réseau Stellar, qui sera aussi très important pour amener de la liquidité par la suite. On va terminer par Venom. Je vous rappelle que Venom avait annoncé une bonne nouvelle. On avait des doutes puisqu'ils avaient changé d'endroit. Ils avaient quitté, je crois que c'était Dubaï, et ils sont partis ensuite aux îles Caïmans. Et on va regarder, je vais essayer de traduire. Hop. Alors, la route pour le mainnet de Venom, 10 jours. Alors, la fondation Venom a approché du 18 mars, et donc le 18 mars, vous aurez le lancement tout simplement du mainnet sur Venom. Alors il y a eu une série de stratégies de mouvements et d'amélioration de la technologie, et ils ont changé de juridiction pour aller tout simplement sur une technologie plus avancée et des partenariats stratégiques. Voilà, donc ça commence, et pour les personnes qui ont donc fait tout simplement le airdrop, il y aura un snapshot qui va être fait et qui sera fait, je crois, je ne me souviens plus, je crois que c'est avant le 16 mars, donc je pense que c'est aujourd'hui, je crois, et ils vont justement regarder si vous avez toutes les activités que vous avez faites sur le testnet, qui était donc la blockchain de test pour Venom. Voilà, donc ils sont changés de localité et ils sont maintenant justement dans deux endroits. Ils sont aux îles Caïmans et aux îles British, aux îles Vierges British. Voilà. On va justement regarder, en tout cas moi, mon compte, la dernière tâche, je pense que vous l'avez vu, c'était tout simplement de tweeter le lancement de Venom, et ensuite de retweeter, c'est-à-dire en fait de s'abonner au compte de Venom Launch, et ensuite tout simplement de retweeter et bien sur votre compte Twitter, et ensuite de minter, et donc vous avez ensuite votre NFT qui est positionné. Voilà. Je redonnerai des nouvelles pour la suite de Venom, mais je pense que là c'est quand même un airdrop qui peut ramener de l'argent, pas quelques euros. Je pense que celui-là ça va être un petit peu plus important, en tout cas on espère, mais c'est un très très gros projet, et je pense que les personnes qui ont fait toutes les tâches du airdrop seront bien récompensées. Voilà, et bien écoutez, j'ai presque fini pour l'actualité. Juste XRP Healthcare, il y a eu une petite update sur l'application, et on peut voir que maintenant on a un code QR pour les paiements Swift, c'est-à-dire pour les paiements rapides. Vous avez un code QR, vous pouvez tout simplement payer avec votre code QR, le QR code, et aussi vous avez une correction de bugs et optimisation pour une expérience plus fluide. Voilà. Donc ça c'est une très bonne chose, il continue à se développer. Pareil, ça c'est comme SHX pour moi, c'est du long terme, mais c'est du costaud. J'ai fini, et maintenant on va terminer par la petite minute, la perle du jour de BFM TV. Vous allez écouter. Exceptionnel pour plusieurs raisons, et d'abord parce que on touche un plus haut historique, et aussi parce que ce plus haut il intervient quelques semaines avant le halving qui, je crois, est prévu mi-avril. Le halving, on le rappelle, c'est le fait de diviser par deux la valeur du Bitcoin pour... Alors le halving, c'est de diviser par deux le prix du Bitcoin. J'ai pas, il doit y avoir un où j'entends pas bien, ou en tout cas
bravo. Donc non, le halving, c'est pas ça, ça n'a rien à voir, c'est avec les mineurs, c'est juste la récompense des mineurs qui va être divisée par 2, et donc logiquement, pour compenser ça, vous avez le prix du Bitcoin qui, lui, va être obligé d'être augmenté pour compenser, parce que sans mineurs, les blockchains, il n'y aura plus de sécurité, etc. Donc c'est dangereux. Voilà, donc c'est pas du tout le prix, parce que quel est l'intérêt de diviser par 2 le prix du Bitcoin? Je comprends pas, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On va continuer quand même pour voir ce qu'elle dit. Là encore, stimuler la demande. Donc, nouveau record qu'on n'attendait pas sur le Bitcoin. On attend surtout le retour d'Amaury et de Guillaume pour les 100 000. Voilà. Donc le fait de diviser par 2 le prix du Bitcoin va augmenter et stimuler le Bitcoin. On va s'arrêter là, je crois, parce que c'est pas la peine d'aller plus loin. Et on va terminer par la petite minute complotiste. Voilà. Donc je pense que vous connaissez tous BlackRock. Voilà, l'entreprise BlackRock qui gère un petit peu le monde. Je vous rappelle que c'est elle qui a fait déjà un contrat il y a plus d'1 an en Ukraine, qui va tout simplement reconstruire l'Ukraine. Ils vont se gaver. Il faut savoir que cette entreprise, c'est quand même assez intéressant de voir quels sont les meilleurs détenteurs institutionnels et de fonds communs. Et là, on peut voir un petit peu qui tient justement, vous avez pas mal de fonds d'investissement comme Capital World Investor, et là, vous voyez les banques Morgan Stanley, vous voyez Bank of America, et qui est l'un des plus gros, les deux plus gros en fait. Alors BlackRock tient tout simplement 6%, mais on peut voir que le plus gros actionnaire, c'est Vanguard. Donc en gros, c'est Vanguard qui décide chez BlackRock. Et ça, plein de personnes ne pensent pas. Ils sont tous en train de dire BlackRock, BlackRock, mais c'est Vanguard qui en fait qui gère tout simplement BlackRock, parce qu'en fait, c'est eux les plus gros investisseurs. Il faut savoir que BlackRock, eux, sont positionnés dans les plus grosses entreprises, par exemple du SP500, c'est eux qui gèrent, qui ont les plus grosses, ils doivent avoir généralement entre 5 et 10% des plus... donc ils sont au conseil d'administration de toutes ces entreprises, et là où c'est intéressant, eh bien, c'est que quand vous êtes le plus gros actionnaire de ces entreprises, au conseil d'administration, c'est vous qui gérez. Si vous proposez quelque chose, ça va être dur de dire non, ou si vous voulez vous opposer à quelque chose, vous pouvez le faire. Pourquoi? Tout simplement, je vous donne un exemple, BlackRock va aller sur une entreprise X et elle détient 10% de cette entreprise. Elle veut proposer quelque chose et le PDG dit non de l'entreprise X. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dire ok, pas de problème. Nous, on va revendre tous nos actions. Et là, le PDG va être en panique. Pourquoi? Parce que si les actions sont vendues, vous allez avoir une chute des prix. Il va falloir qu'il rachète les actions. Il va falloir que l'entreprise rachète les actions. Mais en plus de ça, après, vous avez ce qu'on appelle le FUD. C'est-à-dire que après, quand vous voyez dans les journaux que cette entreprise, BlackRock est sortie de cette entreprise, vous avez une chute des cours. Et là, vous commencez à avoir la panique. Et ensuite, vous avez la masse des actionnaires qui vendent. Et là, c'est la fin de... Et c'est comme ça qu'ils tiennent tout simplement toutes les entreprises par les burnes. Et c'est comme ça qu'ils peuvent gérer en fait et tout simplement commander le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des personnes pensent que donc c'est BlackRock qui gère un petit peu le monde. Mais en fait, c'est Vanguard qui gère BlackRock. Et une dernière chose... Ça, c'est Vanguard. Et là, il y a quelque chose qui sont quand même assez intéressants pour Vanguard. C'est... on va regarder ça. Vanguard n'a pas d'antécédent bancaire, ce qui n'est pas crucial, mais ça leur renforcerait leur légitimité. Vanguard n'est pas coté sur une bourse. Il est donc plus difficile d'obtenir des informations détaillées ou directes sur ses performances financières. Donc je pense que vous le savez, Vanguard ils n'ont pas d'actionnaires. Donc eux, ils ont un pouvoir, en fait, c'est eux qui gèrent, et il n'y a personne qui peut leur dire au conseil d'administration quoi faire. C'est les personnes qui sont dans le conseil d'administration qui gèrent, et ces personnes-là ont été placées
par des grandes personnes. Et en fait, si vous faites des recherches sur Vanguard, vous verrez que c'est des grosses fortunes, des grosses familles qui tiennent, alors vous en connaissez certaines, qui gèrent, je ne vais pas les annoncer, c'est à vous de faire peut-être vos propres recherches, ou je ferai quelque chose, parce que là il faudra des heures pour, quand vous faites des recherches sur quelles sont ces familles, mais vous voyez donc comment en fait on passe d'un écran, c'est-à-dire de familles richissimes qui gèrent Vanguard, et qui Vanguard eux gèrent BlackRock, et BlackRock gère toutes les compagnies, vous voyez en fait, et ça permet en fait tout simplement de noyer le poisson et de ne pas voir qui c'est qui gère en fait tout simplement le monde. Voilà, autre chose donc qui est intéressant, Vanguard ne publie pas de bilan financier annuel, il s'agit en quelque sorte de rapports financiers qui contiennent généralement des informations sur les revenus, voilà, et le fait de ne pas exposer au public ne signifie pas nécessairement qu'un courtier n'est pas légitime, c'est juste qu'un facteur que nous devons prendre en compte lors de notre choix d'investir ou pas. Donc déjà, il n'y a pas de bilan financier, voilà, transparence. Et là, écoutez bien, la structure de propriété de Vanguard n'est pas publique. Elle ne peut pas être vérifiée sur leur site web, ce qui laisse quelques questions en suspens sur le sentiment d'être à jour sur le courtier ou pas. Donc vous voyez, vous pouvez même pas voir, et on peut même pas voir qui est derrière. En fait, en faisant des recherches, vous voyez, mais sinon vous voyez pas qui est derrière cette entreprise. Vanguard est transparent sur leur structure de gestion, ce qui signifie que n'importe qui peut voir qui est en charge. qui est en charge des questions de gestion sur le courtier. Vanguard n'est pas audité par un des soi-disant Big Four auditeurs, donc ils ne sont même pas KPMG, PwC, Deloitte et Y. Voilà, donc ils ne sont même pas audités, ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Et là, eh bien, voilà, c'est un petit peu une toile d'araignée. Vous avez des sociétés écrans, des choses écrans, et c'est comme ça que ce monde est. Il passe par des sociétés écrans, par des choses tout simplement pour ne pas être visibles. Et ces gens-là sont pas visibles. À vous de faire vos recherches sur savoir quelles sont les familles qui gèrent Vanguard. Ça peut être intéressant pour vous de savoir ça. Et bien écoutez, j'ai fini pour l'actu, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez un commentaire sur sur les articles que j'ai décrits. Et je vous souhaite un bon week-end, à très bientôt, ciao.